bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur Openbox TV. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Alors là, nous allons parler d'un pays dont on n'a pas encore parlé dans notre émission, mais quand même un sujet très très important et un poids très lourd. Tout à fait, oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler de la Chine. Alors, ça ne vous étonnera pas quand on voit ce qui se passe depuis maintenant, on peut dire plusieurs mois. Hein. On a beaucoup parlé de la Chine, il y avait la préparation du congrès. Il y a eu d'abord l'affaire de Taïwan, où Dieu sait s'il y en a eu une très grosse propagande sur la Taïwan. Après, on a eu le congrès. Hein. Tout le monde nous a parlé de la préparation du congrès, puis du congrès lui-même. Et puis, il se trouve qu'avec l'histoire du Covid, il y a un certain nombre de choses qui viennent de changer, et ô combien. Et alors, ce qui m'a paru intéressant, c'est de pouvoir dialoguer sur ce qui se passe en Chine avec quelqu'un qui connaît la Chine et qui la comprend. Et je vais m'expliquer. C'est qu'on s'obstine à vouloir la comprendre et la juger en fonction de nos critères. On croit que la Chine est cartésienne. On croit que la Chine, elle est issue de l'époque des Lumières, exactement comme la France actuelle. Or, c'est absolument faux. Alors, ce qu'on va essayer aujourd'hui avec notre invité, que je salue et que je remercie de venir, M. Di Meglio, qui est donc le président d'Asia Centre, qui est un véritable spécialiste de l'Asie. Lui, il parle de quelque chose qu'il connaît, dans lequel il est plongé depuis très longtemps. Merci d'être venu avec nous. Merci pour votre invitation. Et je voudrais que, pour commencer, on va revoir plein de choses derrière, mais je voudrais un peu que vous nous donniez votre sentiment par rapport à ce qui vient de se passer, parce que c'est énorme. Xi Jinping est réélu au Congrès triomphalement, il impose ses hommes, enfin on dit victoire totale, et puis juste derrière, il est sur une marche arrière spectaculaire sur le Covid par rapport à sa propre philosophie. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Oui, alors ce qui caractérise le régime chinois, c'est clairement une autocratie, mais une autocratie avec une particularité, c'est-à-dire qu'en principe, il y a des palpeurs dans la société qui font remonter énormément d'informations. C'est-à-dire que c'est quelque chose, une autorité qui part du haut, mais qui prend toujours soin de vérifier que, à la base, la perception est toujours correcte. Et là, la grande surprise, c'est qu'effectivement, tout s'est passé comme si on avait tellement pressuré la base pour que le 20e congrès se passe, qu'on a oublié les signaux faibles ou forts qu'elle envoyait. Les signaux faibles ou forts que la base envoyait, c'était que finalement le confinement, ça avait bien duré, que c'était non seulement contraire à la liberté de mouvement, bien sûr que c'est contraire à la liberté de mouvement et que quand on est chinois, on en souffre autant que n'importe quel individu dans le monde, mais c'est aussi très fortement contraire aux affaires, et ça c'est plutôt important, et qu'on est en train d'avoir une quasi-récession en Chine. Si on affiche un taux de croissance de 3%, ça veut dire bien sûr que le pays ralentit, mais ça veut dire aussi qu'il y a toute une chaîne de production qui est au bord de l'effondrement. La Chine, c'est aussi une économie d'entreprises moyennes, avec des chaînes d'approvisionnement qui sont en rupture actuellement, parce qu'on a eu du mal pendant toute cette période de confinement à circuler à travers la Chine, on a eu du mal à faire des affaires, et donc c'est tout ça qui est remonté. Alors on a identifié le prétexte des images qui venaient de la Coupe du Monde pour dire finalement les Chinois ont brutalement pris conscience que d'autres personnes qu'eux vivaient sans masque. Il ne faut pas s'illusionner, c'est pas les images de la Coupe du Monde, ils savent parfaitement qu'en dehors de Chine, on vit sans masque, et ces images ont peut-être été un accélérateur, il y a peut-être d'autres phénomènes qui ont été des accélérateurs, mais il y a un degré de saturation qui a été atteint. Oui. Et puis, il y a aussi cette obnubilation du pouvoir sur la réussite du 20e congrès qui a empêché que tous ces signaux remontent. On savait, enfin ceux qui connaissent la Chine ou qui ont des relations en Chine ou qui ont comme vous, plein de capteurs en Chine, tout le monde savait que les méthodes de confinement utilisées par la Chine pour avoir le zéro Covid étaient en train d'exaspérer les populations, parce qu'il y a eu cette affaire des gens qui sont morts dans un immeuble, qui n'ont pas pu sortir parce qu'ils étaient confinés. Il y en a eu des dizaines d'histoires que les Chinois se racontaient entre eux, mais qui montraient que ça devenait insupportable. Mais du même coup, ils ont obligé de lâcher du lest. C'est plus que lâcher du lest, c'est-à-dire qu'on est entré en parfaite contradiction avec le message qui était diffusé un mois auparavant. Dans les réseaux contrôlés par le pouvoir, dans les réseaux d'influence, on nous dit aujourd'hui exactement le contraire de ce qu'on nous disait il y a 2 mois. C'est-à-dire que les mêmes qui nous expliquaient que nous, occidentaux, avions tout manqué dans la gestion du Covid, parce que ce qui était important pour nous,
c'était l'économie, en tout cas, ça n'était pas la vie humaine, alors que dans la tradition confucéenne chinoise, ce qui est important, c'est la vie humaine et pas la liberté, puisque quand on est mort, on n'est pas libre. C'était l'argument qu'on nous donnait. Les mêmes personnes aujourd'hui nous disent « les jeunes attraperont le Covid, mais ça n'est pas grave parce qu'ils sont jeunes. Et quand on est jeune et qu'on a le Covid, on n'a pas de symptômes vraiment embêtants. Et puis de toute façon, ce que nous avons, ce n'est pas vraiment le Covid, c'est un variant d'Omicron. C'est Omicron, mais qui a même probablement muté, et c'est pas très grave. Et c'est ce à quoi on s'attendait, et ça fait référence, puisque vous parliez de la tradition chinoise, à quelque chose qui est très fort dans la tradition chinoise. C'est la rectification des termes. Depuis toujours, dans la pensée chinoise, on pilote le pays en disant maintenant le régime précédent utilisait les mauvais termes. Et donc on va les rectifier. Et donc là on rectifie le terme, bien sûr c'est le Covid, mais c'est Omicron, et Omicron c'est pas tout à fait le Covid, et puis de toute façon c'est pas la même chose qu'avant, donc c'est pour ça qu'on change. Ceci étant dit, si vous prenez littéralement ce qui est dit, c'est le contraire de ce qui était dit. Bien sûr, c'est de la prospective, c'est de la futurologie, et Dieu sait si on sait bien qu'on se trompe souvent dans ce cas-là, mais comment vous pensez que Xi Jinping peut arriver à reprendre en main sérieusement, certes, il est le patron quand même, hein, et là-dessus on ne discute pas, mais comment peut-il faire pour se réimposer dans sa politique, alors là, nationale et internationale, alors qu'il vient de prendre quand même, il vient de vivre un gros échec interne. Alors ce qui est important, effectivement, c'est l'effet vitrine que cette histoire a eu. Parce que des mouvements de résistance ou de révolte ou de protestation, il y en a tout le temps en Chine, il y en a des milliers chaque année. Simplement, on n'en parle pas parce que ça va être dans une usine où il y a un problème de salaire, de sécurité des opérations de cette usine, et donc ça arrive tout le temps. Ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que, bien sûr, dans toute la Chine, ces mouvements ont été vus. À l'étranger, ils ont été vus, donc c'est très difficile pour le pouvoir chinois de nier que ces choses-là aient pu avoir lieu. Il y a eu ce mouvement extrêmement fort quand même, des bouts de papier blanc qui disent nous sommes censurés, voilà la seule chose que nous pouvons dire et faire, qui a eu pour conséquence qu'on renvoie les étudiants dans leur famille pour ne pas que effectivement ce mouvement dégénère comme celui de 89. Ce qui est certain, c'est que même s'il y a des mouvements de protestation très souvent, on a passé un cap cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on est entré dans un autre monde. On est entré dans un monde où, comme autrefois dans l'Union soviétique, le monde extérieur sait qu'il y a pas forcément ce qu'on pourrait appeler une dissidence, parce qu'il n'y a rien de comparable à ce qu'était la dissidence à l'époque soviétique. Mais en tout cas, il y a des voix qui ne sont pas unanimes, et il y a une sorte d'autonomie de la pensée dont on avait fini par croire qu'elle avait disparu de la Chine, que c'était le meilleur des mondes, que tout le monde pensait pareil. Ben non, jamais les Chinois n'ont pensé pareil. Dans les 3 années qui ont précédé novembre 19, on sentait les taux se resserrer. Cet espace de liberté de parole, il existait il y a une dizaine d'années, il y a 5 ans, c'est-à-dire qu'on avait des interlocuteurs qui, tout en étant fidèles au système, se permettaient d'exprimer des nuances, des divergences, des conseils. Dans les 2 ou 3 dernières années précédant 19, c'était devenu quasiment impossible, ou alors il fallait vraiment user de stratagèmes et de précautions pour entendre des choses qui n'étaient pas de la dissidence, encore une fois, mais qui étaient une forme d'autonomie de la pensée. Mais cette autonomie de la pensée, par définition, elle existe dans ce pays comme elle existe dans beaucoup de pays, quelle que soit la pression que l'on subit et quel que soit aussi le bien-être que le régime a donné à la population. Il faut aussi avoir ça en tête. On le voit, on voit Xi Jinping, c'est l'autocrate épouvantable, et tout ça. Mais en réalité, et quand vous parlez avec les Chinois, il y a plein d'autres choses. Par exemple, je me souviens quand il a été élu la première fois, quand il a été élu, il avait dit on va retrouver la moralité, la pensée traditionnelle de la Chine. Et les Chinois ont dit ah ben ça y est, on revient à la vieille Chine. Il joue sur tous ces caractères en définitive traditionnels du pays. Absolument. Alors, l'une des caractéristiques de l'élocution de Xi Jinping en particulier, c'est qu'il utilise énormément de ce qu'on appelle, nous, en français, des proverbes chinois. Ce ne sont pas des proverbes chinois nécessairement, mais c'est des expressions en 4 caractères
qui sonne dans la tradition chinoise comme quelque chose qu'on a toujours entendu. Les grands-parents, les parents utilisaient ces images, et donc il y a une continuité avec la tradition. Néanmoins, quand vous ouvrez un discours de Xi Jinping, bien sûr, il y a des caractères et il y a des proverbes, mais il y a aussi, chaque phrase a une référence au marxisme. Il y a quand même cette confrontation entre deux mondes qui est exacerbée. À la fois l'exacerbation de cette inscription dans la tradition et l'exacerbation aussi d'une inscription dans une tradition marxiste. Et même léniniste, on peut dire, dans la vision du parti qui gère le pays. Et alors, justement, avant le Congrès, une question c'était, est-ce que Xi Jinping pourrait suffisamment renforcer son pouvoir? On verrait, moi, s'il avait suffisamment renforcé son pouvoir à travers les gens qui seraient nommés autour de lui ou pas. Ce qui montrait quand même qu'il pouvait y avoir, avec tout, comme des nuances, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, et qui fait que des gens pouvaient avoir des idées pas exactement les mêmes que les siennes. Or, c'est pas ce qu'on a vu, puisqu'au Congrès, il a réussi à tout verrouiller. Tous ceux qui ont été choisis, c'était des proches. Donc et on a vu les autres éloignés les uns après les autres. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'avec ce qui se passe, est-ce qu'il pourra maintenir, pendant le temps de son mandat actuel, le système tel qu'il le veut, tel qu'il le gère, ou est-ce que, en définitive, cette affaire du Covid n'est pas le prémisse, peut-être une évolution vers aussi un peu ceux qui sont, je dirais pas des marginaux hein, par rapport à lui, mais qui ont quelques différences de pensée par rapport à lui. Voilà, on est à un point où c'est extrêmement difficile de faire de la prospective, et effectivement, on a trois scénarios grossiers, on va dire. On a un scénario de stabilité totale. Stabilité, c'est le mot qui a été répété, qui est le plus fréquemment utilisé pendant le discours du 20e congrès, où les 7, donc, qui constituent le sommet du pouvoir, et le bureau politique, c'est-à-dire 25 personnes, sont tellement proches de Xi Jinping qu'on ne va pas voir une oreille bouger. Ça, c'est le scénario central. Effectivement, quoi qu'il arrive, on a démontré qu'on était capable de calmer la foule. Par quels arguments et par quel changement de discours, peu importe, mais on a montré qu'on était les plus forts. Et donc, même s'il y a des soubresauts de temps en temps, on garde cette ligne et le pays est tenu. Ça, c'est le scénario central, parce qu'effectivement, les messages ont été tellement forts, les signes d'exercice de ce pouvoir montrent que tout est tellement possible encore que ça pourrait être un des scénarios. Il y a le scénario extrême à l'autre bout, qui est qu'effectivement, ce revirement soit une telle perte de face d'une certaine façon, ou en tout cas un tel déni d'autorité, que d'une façon ou d'une autre, soit au 21e congrès, puisque je rappelle que ce qui a été accordé à Xi Jinping au 18e congrès, ça n'est pas la présidence à vie, comme on le dit souvent. Non, oui, tout à fait. C'est la possibilité de renouveler plus de 2 fois la présidence de l'État. Le secrétariat général du parti, c'est autre chose. La présence du parti dans le dispositif de l'État, c'est autre chose. Bien sûr que le parti est central, et bien sûr que le secrétaire général du parti peut rester aussi longtemps qu'il veut. Mais ce qui a été accordé, ça n'est pas la présidence à vie. Vous avez raison de le préciser, parce que pour la plupart des gens, j'ai constaté en Europe, mais aux États-Unis aussi, où j'étais il y a quelque temps, ils se sont fait mettre dans la tête qu'il était président à vie, ce qui n'est pas vrai. C'est techniquement pas vrai. Alors, on a pu penser au moment où ça a été fait au 18e congrès que ça revenait au même finalement, parce que même si on regarde aujourd'hui les successeurs possibles, il n'y en a pas. Tout a été fait pour qu'il n'y ait pas de successeur. Donc là, on peut être dans un scénario où les choses ayant été tellement verrouillées et le déni étant tellement fort que la seule solution, c'est de renverser la table. C'est donc d'avoir un retournement de situation, non pas forcément parmi les 7, mais parmi ceux qui sont à l'étage inférieur, le Politburo, ou peut-être même au niveau encore plus large, l'Assemblée nationale populaire, qui sait, pour dire, non, finalement, on va dans le mur, l'économie est mauvaise, et puis tous nos associés, on ne peut pas parler d'alliés parce que la Chine n'a pas d'alliés, mais tous les gens avec qui on travaille commencent à avoir quelques doutes. En Afrique, ça ne se passe pas très bien. La dette qu'on a constituée dans un certain nombre de pays nous fait plus de problèmes que de solutions. Absolument. Et donc tout ça, ça peut amener à un revirement fort. Ça, c'est un scénario extrême. On peut avoir un scénario intermédiaire qui est de dire, il y en a 7,
Et la beauté de la chose, c'est qu'on peut passer en douceur d'un pouvoir central détenu entre les mains d'un seul parmi les 7 à un pouvoir qui graduellement, et c'est ce qui a dû se passer probablement dans le revirement, partagé par les 7 avec soit des torts qui sont assumés à 7, parce que quand même, d'une part, le chancelier Scholz, mais aussi Charles Michel, encore plus Charles Michel, est allé à Pékin, il y a eu une reconnaissance d'un certain nombre d'erreurs qui avaient été faites. C'est énorme dans la tête d'un autocrate et dans le discours d'un autocrate de dire qu'il y avait eu des choses. Et est-ce que c'est lui, spontanément, qui s'est exprimé comme ça, ou est-ce qu'il y a eu à un moment un conseil amical de montrer une face un petit peu plus amicale à l'étranger? Ça voudrait dire que l'étau se desserre un tout petit peu sur les 7. Alors c'est peut-être de la pensée optimiste, c'est peut-être un scénario de rêve. On n'est absolument pas dans le dispositif du parti. Personne ne peut dire ce qui se passe dans ces murs rouges. Par des amis chinois, comme on dit, bien placés, moi c'est ce qu'on m'avait dit avant le dernier congrès, en me disant l'enjeu, c'est qu'il arrive effectivement à contrôler tout seul, ce qu'il est arrivé à faire, mais l'autre possibilité, ce serait que le pouvoir soit un peu plus réparti, un peu mieux réparti entre toute l'équipe, et c'est ce qu'espéraient ces gens-là. Alors je pense que quand on sait qu'à un bon niveau où ils sont, et quand on voit ce qui se passe, on se dit, votre solution médiane, est-ce que c'est pas ça qui est en train de se passer? Alors bien sûr, à la chinoise, nous on verra pas grand-chose avant que brutalement on découvre des changements de place sur la photo. Faut pas... Ça, mais je crois que c'est intéressant de comprendre ça, parce que... Alors, je vais aller un peu plus loin, parce qu'il y a un problème sur lequel j'aimerais bien avoir votre opinion. La Chine, si on reprend depuis Deng Xiaoping et les bons successifs après Deng Xiaoping, la Chine s'est développée en jouant sur l'exportation, et puis, après un certain temps, et comme ça avait été d'ailleurs imaginé, elle a dit maintenant il faut développer le marché intérieur. Maintenant que nous avons des gens qui gagnent mieux leur vie, maintenant que nous avons des capacités industrielles, on va développer le marché intérieur. Or là, on voit bien qu'avec cette histoire du Covid, non seulement ils ont pénalisé l'extérieur, mais ils ont aussi pénalisé le marché intérieur, de manière très grave. Or, on ne s'en rend pas compte, mais le marché intérieur est énorme pour la Chine. C'est fondamental. Oui, alors il y a un mot officiel pour qualifier ça, c'est ce qu'on appelait la double circulation depuis à peu près 3 ans. C'est un des slogans économiques qui a été mis en exergue pour dire effectivement le moteur de notre croissance, ça n'est plus l'exportation, c'est ce que nous allons faire chez nous. C'est ça. Double circulation, ça veut dire on fait circuler des importations et des exportations, mais ce que nous produisons chez nous peut être consommé chez nous, et ça c'est la circulation intérieure. Simplement, ce qu'on constate, mais bien avant le Covid, c'est que s'il y a un marché de consommateurs qui s'est effectivement accru de façon considérable, les grandes villes, et en particulier, et dans toutes ces villes de la première catégorie, comme on les appelle, vous avez des niveaux de vie qui sont totalement comparables au niveau de vie qu'on a dans les pays occidentaux. Absolument. Il n'y a pas de différence si on qualifie les pourcentages d'une population. Si on prend les 5% les plus riches, ils sont d'abord beaucoup plus nombreux que chez nous, parce que la masse de la population chinoise elle est forcément beaucoup plus nombreuse, mais ils ont des niveaux de richesse qui sont tout à fait comparables. Et il faut aller très bas dans les pourcentages de population pour trouver effectivement de la pauvreté. C'est le grand slogan du régime. On a sorti des centaines de millions, 600 millions de personnes de la pauvreté. Ceci étant dit, la traduction de cet enrichissement dans la consommation, même avant le Covid, n'était pas là. C'est-à-dire que pour passer d'un modèle exportateur à un modèle consommateur, avec l'extrême que représentent les États-Unis, il faudrait que la croissance de la consommation soit un multiple de la croissance des exportations. Les exportations croissent toujours. Les exportations, jusqu'à ces derniers mois, continuaient de croître de 2 à 3%, 5%. Et même si la consommation croissait de 10%, ça ne suffisait pas pour rééquilibrer les moteurs de la croissance. On avait toujours un pays dont la richesse essentielle était créée par les exportations. Quand on a un ralentissement comme celui qu'on vient de voir, c'est encore pire. Là, les exportations et les importations viennent de baisser aux dernières statistiques, moins 10% sur les importations. Et les exportations, c'est à peu près moins 6 ou moins 7%, donc d'année en année comparé sur le même mois.
Donc on a un modèle qui ne change pas. Pourquoi il ne change pas? Parce que ceux qui consomment, ce sont, contrairement à nos pays, à nous, les jeunes et pas les vieux. Parce que les jeunes n'ont pas cette mentalité d'épargne que les vieux ont gardée depuis toujours. Il faut dire que les vieux, ils ont connu des époques tellement dures. Ils ont connu la frugalité. Ils n'ont pas de système de protection sociale. Personne n'a de système de protection sociale. Faut pas oublier, oui, vous avez raison. Il ne faut pas oublier que nous, on attend ça. On voit toujours avec nos systèmes de protection. Eux l'ont pas. Alors il y en a un, mais c'est un filet qui est très faible et très inégalitaire. C'est-à-dire qu'on a un système d'hôpitaux qui est de très bonne qualité, mais qui est très cher. Et puis on a un système tout venant où effectivement c'est gratuit, mais c'est pas de très bonne qualité. Donc on épargne pour sa retraite, on épargne pour les frais de santé, et on n'est pas encore passé dans un modèle où on consomme parce qu'on n'a plus ce souci de la nécessité de l'épargne. Et puis on épargne aussi du fait de la conscience, alors qui est ancestrale, ça revient à votre point sur les mentalités, même s'il ne faut pas toujours construire des modèles sur les mentalités ancestrales, sur le fait qu'une catastrophe peut toujours arriver. Et donc il y a un taux d'épargne endémique en Chine qu'on a eu toujours beaucoup de mal à contracter. On a eu un taux d'épargne qui est monté jusqu'à 30 ou 35% du revenu disponible dans les années, dans le début du XXIe siècle. Il baisse vers 30%, mais c'est énorme par rapport à ce que nous avons chez nous. Et donc, quand on a un taux d'épargne de cet ordre-là, eh bien, la consommation ne peut pas se développer. Tu vois que c'est le même problème qu'on a en France actuellement. Hein. On dit on est en déficit épouvantable, mais d'un autre côté, les Français ont stocké des réserves financières très importantes en épargne. L'épargne, elle est chez nous privée. En Chine, elle est en partie privée, mais un autre calcul qu'on peut s'amuser à faire, même s'il est très difficile à faire, c'est la redistribution de l'enrichissement du pays lui-même au niveau de la population. Et bon, il y a des modèles qu'il faudrait affiner, mais moi j'ai marginalement l'impression que l'enrichissement a été transféré à l'État de façon plus massive qu'il n'a été transféré aux consommateurs. En d'autres termes, si le PIB est multiplié par 4, le pouvoir d'achat moyen de la population n'a pas été multiplié par 4. Il a été multiplié par 2, 3, 3,5. Donc c'est énorme si vous mettez ça dans une perspective de 30 ou 40 ans. Au niveau d'une génération, les Chinois vous disent, nous vivons tous les 5 ans ce que vous avez vécu au moment de la révolution industrielle au niveau d'une génération. Et c'est vrai. Oui, et ça, c'est formidable. Ça, c'est prodigieux. Néanmoins, on aurait pu faire encore mieux si l'État n'avait pas été capteur de richesse. Dans cette affaire, on voit bien que l'exportation continue à être essentielle. Absolument. Absolument. Hein, même si leur objectif est bel et bien de développer le marché intérieur, mais comme vous l'expliquiez fort bien, on voit le résultat n'est pas là, n'est pas encore, en tout cas n'est pas là pour le moment, c'est sûr. Ça vient, mais on est loin du résultat attendu. Ils veulent développer vers l'extérieur. Et alors là, on peut se dire que dans le fond, l'accord qui a été signé il y a presque plus d'un an, l'accord douanier entre la plus grande partie des pays d'Asie, à part l'Inde, cette énorme zone de libre-échange, que je crois qu'elle représente plus de 30% du commerce mondial. 2,5 milliards et demi de personnes. C'est ça, c'est absolument considérable. C'est probablement ce qui leur permet quand même d'avoir une sécurité au niveau justement de ce développement extérieur. Absolument. Parce que c'est ce qu'on appellerait, là où ça va se passer. C'est ce qu'on appellerait en termes financiers un hedging, une couverture par rapport au risque que peut représenter la fermeture des marchés occidentaux. Ceci étant dit, c'est le titre que j'avais donné à un de mes chapitres de révision de l'année il y a 2 ans. Si vous voulez, c'est comme les règles du jeu au football. Il y a 22 joueurs et c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Et le commerce international, il y a une multitude de joueurs et pendant une époque, on a pu se dire c'est toujours la Chine qui gagne. Parce que quand elle signe son entrée dans l'OMC en 2001, son entrée de tous les secteurs de l'économie chinoise en 2006, elle ouvre une période d'accumulation de richesses au niveau de l'État, d'accumulation de réserves au niveau de la Banque centrale, qui ne peut même pas être arrêté par les restrictions commerciales que les Américains ont essayé de poser au moment de Trump. Ça continue. C'est-à-dire que les excédents n'ont jamais été aussi forts qu'au moment de Trump. Et ils n'ont jamais été aussi forts qu'au moment où ce RCEP entre en vigueur comme une couverture contre une possible fermeture. Donc elle pourrait gagner sur tous les tableaux, y compris si on lui coupe les routes de l'Occident. Elle a effectivement cette route. Ce point-là, je pense qu'il est très important. D'une part, comme vous venez de le définir, parce que c'est-à-dire que la Chine, si on joue la technique maintenant américaine bien connue des sanctions en tout genre,
ben, on voit que ça ne marcherait pas. Enfin, a priori, ça ne marcherait pas. Et on peut se dire que quand la Russie s'est préparée aux sanctions américaines, après avoir vu les premières sanctions qu'on avait prises à l'époque de la Crimée et des premières affaires de l'Ukraine, on voit que la Russie s'est préparée à des sanctions et dans le fond a essayé de trouver des palliatifs, mais il ne sait pas la Chine, parce qu'ils n'ont pas ce formidable marché de libre-échange dont disposent les Chinois en Asie, qui leur donne des possibilités que n'auront jamais les Russes ou les autres. Oui, et puis c'est un cas unique. Puis des habitudes, une accoutumance, une addiction qui a été créée aux produits chinois. Ça va être très très difficile à défaire ces dépendances qu'on a créées, sauf effectivement à frapper des coups très forts, comme c'est le cas sur les semi-conducteurs. Donc c'est pour ça que la bataille des semi-conducteurs, elle est absolument essentielle. Oui, mais alors justement, j'allais y arriver. On avait vu Trump obliger Taïwan, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, ils ont mis une pression terrible sur Taïwan en disant il faut absolument que la TSMC, la société numéro 1 mondiale des semi-conducteurs, fasse une usine aux États-Unis, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir le risque d'avoir nos puces bloquées par une invasion chinoise. Enfin, c'était le motif officiel invoqué pour défendre Taïwan. Et donc, première usine, et puis on a appris récemment qu'ils avaient passé un accord pour faire même une deuxième usine. Ça veut dire que les Américains, actuellement, sont en train d'organiser leur autonomie totale au niveau des semi-conducteurs et des puces par rapport à ce qu'ils avaient avant, où ils dépendaient de Taïwan. Mais alors, comme vous disiez, il y a eu des mesures contre les Chinois, très dures, blocage, interdiction d'exportation, tout y est passé. Mais je découvrais dans un journal il y a quelques jours que quand les Américains, avec la construction des fameuses usines, vont mettre 4 milliards de dollars pour les semi-conducteurs, de l'autre côté, les Chinois sont à 14 milliards de dollars pour rattraper leur retard. Donc qu'est-ce qu'on peut en penser ? Selon l'expérience des 30 à 40 dernières années, malgré la capacité chinoise à toujours réaliser dans un temps plus court ce que les autres ont rattrapé dans un temps plus long, ce qu'on appelle le rattrapage technologique. Ça se modélise très facilement dans beaucoup de produits industriels, où on voit que le niveau de compétence est atteint par la Chine plus vite, très souvent avec l'aide des Occidentaux, que ça s'est passé dans d'autres pays. Même en utilisant cette modélisation, il y a un butoir en matière de semi-conducteurs qui est, pour simplifier, pour schématiser, le taux de défaut. C'est-à-dire qu'à Taïwan, pour arriver à la qualité qui permette aux produits taïwanais d'être homologués, d'être utilisés et de monter systématiquement en gamme pour atteindre les niveaux qu'on a aujourd'hui, et ça se matérialise par la finesse des semi-conducteurs, la capacité effectivement à en faire beaucoup plus avec moins de produits en quelque sorte. Ça demande un taux de défaut extrêmement faible, de l'ordre du centième de pourcentage ou du dixième de pourcentage. Taïwan y est arrivé progressivement il y a 15-20 ans, après des années d'efforts. Les investissements chinois sont des investissements chinois. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont des impasses. On a beaucoup d'exemples d'investissements chinois qui ne débouchent pas sur ce qu'ils devaient donner finalement. Et quoi qu'il arrive, il faut des années d'expérience pour valider le fait qu'on a un taux de défaut qui est tout à fait acceptable. C'est-à-dire un taux de défaut extrêmement faible et que lorsqu'on va mettre en place une puce dans un dispositif, elle va fonctionner, ou en tout cas quand on la vérifiera avant de la mettre dans le dispositif, elle sera validée. Donc là, le butoir, il est indéniable. Et ça, il faut du temps. Au-delà des investissements effectivement très importants, au-delà de leur capacité à aller plus vite que les Occidentaux, il faut quand même un délai. Ils n'arriveront pas comme ça. Parce qu'on parle de production de masse. On ne parle pas de la capacité militaire à envoyer un missile de très haute technologie, la capacité à poser effectivement un objet sur la face cachée de la Lune. Ces éléments anecdotiques qui sont réussis une fois avec effectivement un degré d'expertise extrêmement fin, ça n'a rien à voir avec la production de masse. L'exemple comparable sont les moteurs d'avion. La Chine est capable de faire des moteurs de fusée, mais pour avoir un moteur d'avion, il faut que ce moteur puisse tenir pendant des heures et des heures et des heures avant d'être révisé. Aujourd'hui, les moteurs d'avion chinois ne sont pas capables de passer ces tests-là. Et pourtant, ils sont capables de faire des moteurs d'avion. De ce côté-là, il faut encore du temps, voilà.
Il faut du temps, il faut des tests, il faut de la profondeur de champ. Et donc il faut que le régime gagne du temps, en évitant les conflits. Absolument, tout à fait. Et c'est comme ça qu'il a toujours joué. Et c'est pour ça qu'effectivement, lorsqu'on entend les bruissements de sabre, comme on dit, dans le détroit de Taïwan, bien sûr, il faut y prêter énormément attention. Bien sûr que c'est un des points chauds de la planète, il n'y a absolument aucun doute. Il y a des revendications qui sont formulées de façon très, très forte. Néanmoins, ce serait une contradiction fondamentale avec cette nécessité d'acheter du temps. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on parle à un interlocuteur chinois, sa conception du temps, elle est fondamentalement différente de la nôtre. Elle est différente parce qu'on est dans un système politique différent du nôtre, qui n'a pas d'alternance tous les cycles. Nous, on a un horizon qui est à la prochaine élection, il faut bien dire, et à chaque fois, on change de politique. Et ça s'inscrit aussi alors qu'eux, ils ont le temps devant eux. Et ça s'inscrit dans une pensée et dans une continuité qui n'est pas démentie. Mais pour Taïwan, vous me faites penser, parce qu'on avait évoqué une fois Taïwan sur les problèmes de l'Indo-Pacifique. J'ai vu récemment, je me suis dit, on n'avait pas totalement tort. Les Américains disaient, appuyés par la présidente taïwanaise, de toute manière, nous allons faire la guerre contre les Chinois, jamais on ne laissera envahir et tout. Et à l'époque, nous nous avions dit, ici, sur ce plateau, on avait dit, attention, parce qu'il y a deux partis politiques à Taïwan. Il y en a un qui est nationaliste, c'est les anciens du Kuomintang, enfin les héritiers du Kuomintang, qui eux disent bien, il y a une seule Chine, nous faisons partie d'une seule Chine. Nous ne sommes pas la Chine communiste, parce que pour eux ça reste communiste, mais nous sommes quand même partie de la Chine. Et puis il y avait la présidente actuelle qui, elle, est carrément indépendante, pro-occidentale. Enfin, tout est relatif la d'ailleurs. La personnalité de la présidente échappe à une définition aussi stricte. Mais vous avez vu ce qui vient de se passer. Il y a les maires des 4 principales villes de l'île de Taïwan sont tous passés, sont des nationalistes qui ont été élus, et les nationalistes, ils sont prêts à discuter avec les Chinois. Ils restent indépendants, autonomes, mais ils sont prêts à avoir des accords avec les Chinois. Donc il faut faire attention. On a une échéance électorale. Moi-même, je me rends sur place pendant plusieurs mois, pendant l'année 23, parce qu'on va vivre des moments extrêmement importants. On a une échéance électorale qu'il faut regarder avec plusieurs prismes. D'abord, c'est une démocratie. Et oui. Taïwan est une vraie démocratie, conquise à la force des luttes de ses citoyens, puisqu'il y a 40 ans, c'était une dictature qui était sous loi martiale depuis l'évacuation de la Chine continentale par les nationalistes. Ils avaient quitté la Chine continentale. La loi martiale a été levée en 87. Donc, on a une démocratie qui est très jeune et qui est vraiment chevillée à l'âme des électeurs. Ils votent massivement. Et comme dans toute démocratie, lors des élections intermédiaires, vous votez contre le pouvoir en place, parce qu'il y a une réaction assez naturelle de pointer du doigt ce qui ne va pas. Il y a eu probablement aussi une erreur objective du pouvoir en place de focaliser cette élection locale sur des enjeux qu'on va qualifier de régionaux, sinon nationaux. C'est-à-dire, si vous laissez venir le Kuomintang, demain, vous allez avoir la réunification. La Chine nous menace, nous sommes sous la menace de la Chine, et la meilleure défense contre la menace de la Chine, c'est nous de pouvoir en place, les Verts, comme on les appelle, puisque c'est la couleur du parti, qui n'est pas un parti totalement indépendantiste, qui est un parti très nuancé. Et la présidente est vraiment une centriste au sein de ce parti. Jamais elle ne prononce le mot d'indépendance. Parce que c'est la ligne rouge, bien sûr, que les Chinois ne toléreraient pas. Mais vous avez dans ce parti, effectivement, des personnalités qui sont beaucoup plus proches de l'indépendance. Et c'est ce qui a fait peur à un certain nombre d'électeurs. De là à dire... J'allais vous le dire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont se rattacher à la Chine. Voilà. De là à dire qu'en 24, puisqu'on a des élections au mois de janvier 24, le parti au pouvoir va perdre au profit de ce parti qu'on appelait autrefois nationaliste, qui est le Kuomintang, effectivement, ou d'un autre parti, parce qu'on a vécu longtemps sur un bipartisme, mais c'est une démocratie en évolution, il y a de nouveaux partis qui apparaissent, avec une subtilité diabolique, c'est que c'est une élection présidentielle à un seul tour, avec potentiellement plus de 2 candidats, ce qui veut dire que vous pouvez être élu avec 30% des voix. Donc c'est un scénario totalement ouvert, y compris dans les positions qui vont être prises par les candidats, et bien sûr par les choix qui vont être faits par les électeurs. Mais comme vous le dites, puis il y a une élection, puis il y en aura d'autres derrière, et ainsi de suite. Ça peut évoluer. On est en démocratie. Et comme je disais, moi je pense que, comme vous le disiez aussi, les Chinois du continent ont le temps, donc ils ne sont pas une obligation pour eux de prendre la main maintenant, puis il suffit, ils peuvent attendre pour passer des accords de coopération, je dirais. Mais il y a une chose dans cette affaire-là, sur laquelle je pense que c'est intéressant, parce que je ne suis pas sûr qu'on l'ait bien compris ici. Est-ce que les Américains
et ce n'est pas du tout une critique, c'est un constat, est-ce que la politique américaine de montrer qu'elle est très proche de Taïwan parce qu'à cause du risque chinois et autres, en définitive, à force de bondir l'épouvantail, et comme vous le disiez, alors que certains commencent à être un peu effrayés est-ce que ce n'est pas en définitive contre-productif ? Est-ce que là, de dire, nous vous garantissons, nous, je pense à Nancy Pelosi, je vous garantis, moi, vous verrez les États-Unis, est-ce que ce n'est pas en définitive un mauvais service qu'on leur rend ? Alors, il y avait un concept qui fonctionnait très bien, qui était le concept d'ambiguïté stratégique. Mais oui, c'est bien pour ça que je vous pose la question. L'ambiguïté stratégique, ça veut dire je ne vous dis pas à quel moment je déclencherai une action. Ça ne veut pas dire, puisque de toute façon, il y a un accord qui s'appelle le Taiwan Relations Act, bien sûr, qui dit qu'en cas d'agression contre Taïwan, les États-Unis interviendront. Mais il ne qualifie pas nécessairement les degrés d'intervention, et il ne qualifie pas nécessairement les déclencheurs de l'intervention. L'ambiguïté stratégique, c'était ça. On en est sorti au moment où on a dit, dès qu'il se passera quelque chose, on sera là pour vous soutenir. On ne sait pas exactement si on est dans l'ambiguïté stratégique, si on est sorti d'ambiguïté stratégique, ou si, je dirais, si on est dans une ambiguïté stratégique au carré, puisqu'on ne sait pas si on y est encore, ou si on en est sorti. Donc on a une double ambiguïté. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est effectivement celle que vous posiez à propos des semi-conducteurs. Est-ce qu'on est ou pas dans un scénario où l'importance stratégique de Taïwan disparaîtrait ou serait diluée? C'est une vraie question. On n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse parce que vous avez à la fois une importance stratégique de Taïwan du point de vue économique, et il y a une étude qui vient de sortir d'un institut qui s'appelle Rhodium, qui mesure en termes globaux l'impact d'une attaque contre Taïwan, une simple attaque, c'est-à-dire l'arrêt de l'économie pendant quelques temps. Les répercussions globales seraient absolument colossales. De plusieurs points de pourcentage de croissance dans le monde, et le monde croît à moins de 3% actuellement. Donc ça peut être effectivement très, très violent. Mais il y a aussi une autre importance stratégique de Taïwan, qui est sa position sur la carte. C'est-à-dire que Taïwan, c'est un des éléments de ce qu'on appelle le premier rideau deal. Et si vous franchissez ce premier rideau deal, vous avez naturellement accès à ce dont la Chine rêve, c'est-à-dire les eaux bleues, les eaux profondes, tout ce qui est capacité effectivement de faire partir des sous-marins dans des abysses où on ne peut pas aller tant qu'on est dans le premier cercle. Oui, dans le plateau continental, on ne peut pas. On l'avait expliqué, on avait fait une émission là-dessus. Et puis, ce qu'on appelle, c'est parfois difficile à se représenter sur une carte, le Pacifique de l'Ouest par rapport au Pacifique de l'Est, c'est-à-dire qu'il y a une moitié du Pacifique que la vision chinoise a tendance à revendiquer. Il n'y a pas de raison que la projection américaine aille jusqu'à cette Asie orientale. Mais bon, il n'y a pas que Taïwan dans l'affaire, il y a aussi la Corée, il y a aussi le Japon, et il y a encore des troupes américaines à Okinawa, il y a des troupes américaines en Corée. Est-ce que Taïwan est moins bien positionné dans cette importance stratégique que la Corée ou le Japon? De notre côté, c'est un maillon. Et si ce maillon saute, les autres maillons sautent aussi. Pendant ce temps-là, les Chinois, la marine chinoise et les Chinois s'installent dans les îles du Pacifique, commencent du moins à mettre des pions un peu partout, refaisant un peu dire ce que faisaient les Japonais avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors de façon un peu différente. Ils le font de manière commerciale et pas du tout agressive. Avec la politique des subventions. C'est une politique qui n'est pas très différente finalement de ce qui a été utilisé en Afrique. En Afrique, on voit aussi qu'il y a quand même quelques ressentiments qui sont en train de se créer. On ne peut pas exclure que dans les îles Salomon ou ailleurs, où la Chine est en train de s'installer, à un moment ou à un autre, ça puisse se produire. Et je pense que la morale qu'il faut retirer de tout ça, c'est que ce n'est pas un mouvement univoque. C'est-à-dire que bien sûr, il y a une volonté d'influence, il y a une capacité d'influence. Cette capacité, il ne faut pas l'exagérer. Cette volonté, je crois qu'on ne peut pas la sous-estimer. Néanmoins, les chances de succès, il ne faut pas non plus les surestimer. Et il faut aussi se mettre en disposition de non seulement contrer, mais d'identifier tous les échecs de cette politique chinoise. Et moi, je le dis souvent à mes interlocuteurs chinois, on sera d'autant plus enclin à travailler avec vous que comme n'importe quelle nation civilisée dans le monde, vous reconnaissez vos faiblesses aussi. Comment est-ce que l'Europe s'est faite? Elle s'est faite parce que les pays européens, les uns vis-à-vis des autres, ont reconnu les faiblesses et les complémentarités qu'ils pouvaient avoir. Aujourd'hui, la Chine n'insiste pas du tout sur les complémentarités qu'elle peut avoir avec le reste du monde. Et c'est ce qui la rend relativement inamicale.
Je crois que là, vous venez de faire une conclusion magnifique, parce que c'était exactement dans l'axe de ce qu'on vient de discuter depuis le début de cette émission. Je vous rappelle, la Chine fait à la fois, c'est un monstre, hein, parce que c'est quand même une puissance colossale, elle se développe, et on l'a rappelé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, même si elle a subi un ralentissement terrible avec ce mauvais traitement du Covid, elle est quand même encore à 3%. C'est-à-dire mieux que nous, il faut dire la vérité. Mais, je crois que vous l'avez bien défini, c'est un colosse, mais un colosse qui a aussi des failles, des pieds d'argile, comme on dit, et donc qu'il faut observer très attentivement, mais avec lequel on doit pouvoir jouer si on veut bien essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Parce que c'est ça, une fois qu'on a bien compris leur mentalité, leur approche des problèmes, leur appréhension des difficultés, qui est évidemment différente de la nôtre, peut-être qu'il y a encore beaucoup de possibilités dans le futur de faire des choses intéressantes. Merci à vous. Et à bientôt, j'espère, parce que c'était très intéressant. Merci. Parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup parlé de la Chine depuis le début de nos émissions, et je pense que c'est un sujet où on reviendra certainement avec d'autres thématiques, parce que la géopolitique et la géostratégie de la Chine et du monde, c'est quand même un sujet très important. Merci, et donc à bientôt pour de prochaines émissions sur Openbox TV. À bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Openbox TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet, et nous vous en remercions. Et vous pouvez nous suivre à loisir, où que vous vous trouviez, sur l'ensemble des réseaux sociaux que nous vous proposons, et en particulier via les podcasts, pour une écoute en toute liberté, où que vous vous trouviez.